texte de 448 articles, parfois compliqués, et à l'arrivée, une réponse demandée par oui ou par non. La télé peut-elle nous aider à simplifier cette complexité? Pas toujours. Moi, je crois qu'il est inutile d'aller plus loin que l'article 1er. Dès l'article 1er, on apprend donc que la Constitution crée un nouvel État, doté de toutes les compétences étatiques. On m'expliquera... L'article 1er ne dit pas qu'on crée un État, il ne dit pas ça. Ah si, alors attendez, monsieur, vous aussi vous ne le lisez pas. Vous savez, je ne le connais pas par cœur, mais vous, manifestement, vous avez... Je ne le connais pas par cœur non plus, mais à partir de l'article 1er, le reste est sans grand intérêt. Voilà, c'est très très drôle, mais ça n'aide pas forcément à comprendre ni à aller plus loin. Alors les émissions politiques, les débats politiques qui succèdent de chaîne en chaîne depuis quelques jours à propos du référendum sur la Constitution, peuvent-elles nous aider à faire notre choix et à y voir plus clair? Pas forcément, et dans cette émission, nous allons tenter de relire toutes ces images politiques avec deux citoyens anonymes qui ne sont jamais passés à la télévision dans les débats ni l'un ni l'autre, mais en revanche qui tous deux sont très actifs dans le débat qui se déroule non pas à la télé, mais sur Internet. Alors, Nicolas Van Bremersch, vous êtes cadre supérieur dans une entreprise publique française, voilà, et depuis quelques semaines, vous ferraillez en faveur du vote oui, notamment sur le blog collectif que vous avez fondé avec plusieurs autres amateurs de débats constitutionnels. Ça s'appelle publius.fr. Étienne Chouard, vous êtes professeur de lycée à Marseille. Alors vous êtes anonyme dans les grands médias, mais en revanche, vous êtes devenu en quelques semaines une véritable star sur Internet, puisque aux yeux, par exemple, du journal de l'Humanité, vous êtes l'homme qui pourrait même carrément faire gagner le nom. Voilà, donc vous aurez tout le temps de réagir pendant l'émission. Maya Neskovic, pour nous révéler tout ce que ne nous ont pas dit les images de télévision sur la campagne du référendum, puisque nous allons maintenant revenir sur les débats politiques, en compagnie de deux invités très actifs, je le disais au début de l'émission, dans les débats, non pas à la télé habituellement, mais sur Internet, que vous allez nous présenter, Maya, pour ceux de nos téléspectateurs qui ne seraient pas encore des internautes chevronnés. Je vais commencer par mon voisin le plus proche, donc Nicolas Van Bremersch. Alors vous êtes donc cadre dans une entreprise publique française. Voilà, et sur Internet, il intervient sous le pseudo de Verzac. Voilà, j'allais le dire, mais merci. Non, il n'y a pas de problème. Alors donc vous avez fait un peu de droit quand vous étiez à l'école de commerce, mais bon, rien d'énorme, donc vous n'êtes pas un expert, sauf que donc vous avez créé avec quelques amis un site internet, Publius, sur lequel vous débattez de la Constitution européenne avec, on peut le dire, un net avantage en faveur du oui. Alors voilà, les contributions sont nombreuses, mais pas autant que... les connexions, je veux dire, sont nombreuses, mais pas autant que celles du site de Monsieur Chouard. Donc vous ne nous en voudrez pas trop si on passe un peu plus de temps avec lui. Alors donc Monsieur Chouard, vous êtes prof dans une classe de BTS à Marseille, et comme de plus en plus de monde, vous avez votre propre site internet sur lequel vous mettez des choses personnels, des conseils pratiques pour apprendre l'informatique, des photos des paysages que vous survolez en parapente, et aussi des photos de la famille Chouard, sauf que celles-là, vous les avez enlevées depuis le boom phénoménal des connexions sur votre site, près de 20 000 par jour. Et si le nombre de connexions a augmenté de façon exponentielle, ce n'est pas vraiment pour les photos de parapente, mais à cause... non, pourtant elles sont très belles, mais à cause d'un texte sur la Constitution européenne que vous avez mis en ligne depuis un peu plus d'un mois. Un texte d'une vingtaine de pages dans lequel vous expliquez que, il y a quelques mois encore, vous étiez, comme tout le monde, favorable à ce texte sans l'avoir vraiment lu. Et puis, vous avez commencé à lire tout ce qui vous tombait sous la main, du pour et surtout du contre, et finalement vous ne pensez plus qu'à ça, vous n'en dormez plus, et vous vous êtes donc employé à expliquer ce qui vous semblait dangereux dans cette Constitution, estimant que c'était votre rôle de prof de droit. Alors la première mouture de votre analyse est mise en ligne le 25 mars, et très vite la prose circule sur la toile et rencontre beaucoup de succès. Votre nom commence à apparaître sur les forums, mais aussi dans les journaux. L'Humanité fait de vous le champion du nom. L'AFP consacre une dépêche entière à expliquer le succès de votre texte, jusqu'au Figaro qui explique que l'engouement rencontré par votre site est révélateur d'un besoin de parler sans faux semblant. Voilà, tout ça.
Alors, bon, c'est une histoire d'Internet, comme il y en a de temps en temps. Comment vous expliquez que ce soit tombé sur vous? Parce que finalement, des contributions de profs ou d'autres, il y en a des centaines, des milliers sur la Constitution. C'est un sujet qui passionne les internautes. Pourquoi c'est tombé sur vous, à votre avis? Ça, je ne saurais pas dire. Je ne saurais pas dire pourquoi ça a si bien marché là. Peut-être parce que les gens ont senti le temps que j'y ai passé. Ça doit se voir dans le document que ça ne s'improvise pas, qu'il faut des milliers d'heures. Et pourtant, il reste des erreurs. Il doit y avoir aussi le fait d'accepter de faire des erreurs et d'appeler les autres à la rescousse pour gommer les erreurs et les retirer au fur et à mesure pour que la pensée devienne plus fiable. Voilà, parce que ça, on y reviendra tout à l'heure dans l'émission, mais c'est vrai qu'il y a entre le premier texte et la version en ligne aujourd'hui, il y a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, oui. Ah oui, j'en ai encore publié une ce matin vers 1h du matin. Et Manuel l'a raté celle-là. Et pourtant, il y a des choses... Donc c'est le temps que vous y avez passé et c'est la bonne foi. Et effectivement, la bonne foi est perceptible dans votre texte. On sent le... Bon, alors on va passer aux travaux pratiques maintenant et aux exemples pris les uns après les autres. Alors la première source de perplexité, Maya, pour ceux qui tentent de s'informer à la télé, c'est de savoir quelle est la taille de cette Constitution. Voilà, et c'est vrai que les partisans du non disent que ce texte est inaccessible aux citoyens parce que c'est trop gros, trop long à lire. Et du coup, sur les plateaux de télévision, les défenseurs du oui viennent démontrer le contraire, preuve en main. Je suis venu ici ce soir pour essayer de dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que voici ce que c'est que la Constitution. C'est un papier journal qui fait quelques pages, qui n'est pas très gros. Je voudrais apporter d'abord, pour qu'on travaille dans cette petite séance, le texte que les Françaises et les Français recevront. C'est celui-là. Pour qu'il n'y ait pas des changements. C'est long, hein? Oui, on en parlera parce qu'il y a un tiers, il y a la moitié qui ne sert à rien. J'ai apporté ici l'ensemble des éléments qui constituent l'Europe d'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ceci, Claire Ferdal, c'est lourd, c'est technocratique, c'est bureaucratique. Aujourd'hui, nous avons, je montre ce petit livre parce qu'il est très important. La Constitution, c'est ça. Olivier Mazerolle, Madame Buffet, j'ai apporté ici l'ensemble des textes constitutifs de l'Europe d'aujourd'hui. C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est dense, parce que c'est une accumulation, parce qu'effectivement, dedans, il y a l'Europe, peut-être que vous critiquez, celle que vous ne voulez plus. Et puis, à côté de ça, il y a le traité, aujourd'hui constitutionnel, donc quelques petits articles. Mais on nous parle souvent d'un volet social pour l'emploi, la charte des droits fondamentaux, ça a été dit. Alors plutôt que de faire des longs discours, moi je voulais ramener. Voilà, je suis désolé, c'est tout petit. C'est la charte des droits fondamentaux, j'espère que vous avez un bon zoom. Alors, Nicolas Van Bromerge, c'est vrai que même si sur le plateau il s'ingénie tout, ça démontrait que c'est tout petit, c'est pas si gros que ça, c'est vrai que c'est quand même très très touffu, c'est plus de 400 articles, ils sont pas tous très simples, ça c'est vrai. Et alors, Étienne Chouard dans son texte a une phrase une des phrases qui à mon sens a fait tilt dans le texte, qui a fait mouche, il dit, moi, si c'est illisible, je ne signe pas. Si j'arrive pas à le lire, je signe pas. Est-ce que cet argument vous paraît valable ou démagogique? Pour moi, le texte est long, c'est sûr, c'est long, c'est compliqué, il y a des renvois multiples, etc. La question c'est, peut-on aujourd'hui, dans la réalité de l'Europe, avoir un texte effectivement beaucoup plus court et faire plus court? Non mais ça c'est du point de vue des rédacteurs du texte, mais du point de vue des électeurs, si vous voulez. Est-ce que ça a un sens de voter pour un texte qu'on n'est pas capable de lire ni de comprendre? Et ça c'est la question fondamentale de fallait-il ou pas faire un référendum à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est vraiment important de faire un référendum puisque ça permet aux citoyens de se prononcer aujourd'hui, d'étudier l'Europe, de rentrer dedans, de se poser des questions. Après, aujourd'hui, est-ce que chaque Français est capable de lire le texte, de le comprendre dans les détails? Non, mais c'est valable pour l'ensemble des textes de loi, pour l'ensemble de la Constitution. En général, ils ne sont pas ratifiés par référendum, les textes de loi, si vous voulez. C'est ça la différence. Oui, mais la Constitution de la Ve République, de la même manière, je ne suis pas sûr que tous les Français soient capables de la comprendre les subtilités dans le détail. Elle est plus claire, plus courte et plus claire. Elle est plus ramassée, mais donc c'est vraiment la question du rapport aux politiques aujourd'hui, de la complexité, et cette complexité de la construction européenne, on ne peut pas la nier et on ne pourra pas faire du jour au lendemain quelque chose de super simple. Ça c'est clair. Donc quand Étienne Chouard dit si c'est illisible, je ne signe pas, moi je lui dirais abstenez-vous. Non. Enfin, quand on s'abstient, on laisse les autres voter à sa place. Il faut pas accepter l'abstention. Sur un texte aussi central qui détermine aussi directement nos libertés, notre protection contre l'arbitraire, il est vraiment essentiel que chaque citoyen puisse
lire le texte et le contrôler. Et dans la plupart des constitutions du monde, peut-être qu'il y a des exceptions, la 5e effectivement est peut-être pas la plus simple, mais elle est quand même beaucoup plus courte que notre texte européen. Le texte est lisible par les peuples. Ça, c'est partagé. C'est pas le cas. Étienne Fouard, vous appelez à voter non. Ah, c'est pas sûr? Je reste ouvert parce que voter non, ça, depuis des semaines que j'entends et que j'écoute ceux qui me disent ce qui va se passer si on vote non, je relativise. Mais oui, je voterai non. Aujourd'hui, je voterai non. Parce que je trouve tous les jours. Mais attendez, est-ce qu'il veut dire que jusqu'au 29 mai, vous pouvez encore changer d'avis? Mais bien sûr, mais non, c'est intéressant. Mais bien sûr, enfin, à partir du moment où on réfléchit et où on écoute les autres, il faut qu'on soit prêt à changer d'avis. Enfin, c'est un a priori essentiel. Si je discute en sachant que je ne vais pas changer d'avis, la discussion est d'accord. Non, mais écoutez, c'est simplement intéressant de vous entendre le dire, parce que vous êtes devenu sur Internet le porte-parole du non, donc c'est très très intéressant de vous entendre dire que ça peut encore bouger. Parce que je trouve qu'il y a plus d'une raison de dire non. Il y a 10 ou 15 raisons fortes, dont chacune d'entre elles justifierait qu'on s'oppose à ce texte en disant mais attends, c'est trop dangereux ce truc-là. Mais si on vous démontre les 15 les unes après les autres jusqu'au 29 mai, vous votez oui. Voilà, exactement. Alors justement, on va prendre point par point, à plusieurs points, pas forcément les 15, mais certains d'entre eux, et on va essayer de voir ce qu'on peut en penser. Alors le premier point qui reste souvent en suspens dans les débats, Maya, c'est le sort réservé par la Constitution aux services publics. Voilà, dans la Constitution, on ne parle plus de services publics, mais de SIEG, les services d'intérêt économique général. Alors ça peut faire peur à certains, mais pas d'inquiétude à avoir parce que selon le président, c'est tout pareil. Pourquoi quand la Constitution parle de services publics, elle ne parle pas spécifiquement de services publics, mais de SIEG, les services d'intérêt économique général? Quelle est la nuance ou la différence? Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, dans l'un de ces articles, elle cite le nom service public. À mon avis, c'est parce qu'ils ont oublié de changer. Ah bon? Mais la vérité, c'est la même chose. Simplement, c'est le terme que les spécialistes juridiques de Bruxelles ont utilisé. Ça veut dire service public. Voilà, pas de problème, c'est tout pareil. Donc on aurait dû être rassurés, sauf que quelques jours plus tard, quand on écoutait le ministre des Finances Thierry Breton, c'était pas aussi simple. Il y a deux catégories de services publics. Il y a les services publics administratifs, les services publics régaliens, l'armée par exemple, la sécurité, les administrations, et puis il y a les services publics marchands. Ils existent. On leur reconnaît pour la première fois une existence financière. Vous pouvez dire, attendez, juste en un mot pour les téléspectateurs, qu'il y a la différence entre services publics. Par exemple, la Poste, par exemple la RATP, vous payez un ticket, vous payez votre timbre. Ça, c'est les services publics marchands. Voilà, alors on n'est pas vraiment avancé et ça n'allait pas s'arranger avec ce qu'allait nous expliquer Marie-Georges Buffet. Les services publics, à aucun moment, ne sont protégés. On crée ces services d'intérêt économique généraux qui sont des nouvelles notions, qui n'est pas précisées d'ailleurs, et qui sont n'importe comment soumis à la concurrence. Alors, en essayant d'être le plus synthétique et le plus clair possible, est-ce que c'est Jacques Chirac qui a raison, c'est-à-dire c'est la même chose, les services publics et les services d'intérêt économique généraux, ou est-ce qu'il y a une différence et laquelle? Pour moi, il y a une différence. Jacques Chirac n'a pas raison, c'est pas la même chose, et c'est normal puisque la notion de service public, même en France, je suis pas sûr que tout le monde sache effectivement ce qu'on met derrière cette notion. C'est très disparate. Ça me paraît, pas forcément évident. Et en Europe, on partage pas les mêmes notions. Donc, il faut s'entendre sur une définition commune. Alors, on a pas repris la terminologie française parce qu'on est plus précis en disant un service, c'est un système d'intérêt économique général. Et le TCE, le traité constitutionnel. Reprend une partie de ce qui s'est passé ailleurs, mais va un petit peu plus loin en exigeant une précision. C'est quoi la différence? Mais la différence, en fait, on pourrait la faire sur la même différence qui existe en France entre le service public marchand. C'est un peu ce que disait Thierry Breton. Il est assez juste entre ce qui est de l'ordre du marchand, de l'économique, de la concurrence, qui pourrait être traité par le marché. Et les SIEG, c'est ça? Les SIEG, c'est ce qui rentre dans le domaine de l'économie, tout à fait. C'est pas l'éducation, c'est pas la santé, c'est pas la
police, la justice et ce qui est Est-ce que cette Constitution, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction, en gros, cette définition des SIEG? Dans la Constitution, il n'y a pas de définition, c'est-à-dire qu'on utilise le terme et le terme n'est pas défini. Elle l'oblige à une définition. Alors vous la sortez d'où cette définition là, si c'est pas dans la Constitution? Elle dit il y a des services d'intérêt économique général dont on devra définir de manière précise le cadre. Mais alors la définition que vous venez de nous donner là, la définition que vous venez de nous donner, qui est celle de Thierry Breton, elle sort d'où si c'est pas dans la Constitution? Parce que par ailleurs on parle des services d'intérêt général et donc il y a une précision sur l'économique et donc il va s'agir de définir le champ effectivement et la Constitution impose de définir le champ. Mais aujourd'hui l'Europe n'a pas été capable d'avoir le consensus sur la définition de manière précise. D'accord, mais c'est très intéressant. Dans la Constitution, il n'y a pas de définition des SIEG, ce qui n'est pas un chef-d'œuvre de lisibilité, c'est-à-dire qu'un terme essentiel n'est pas défini. La définition, oui, non, mais je vous le reproche pas, mais voilà exactement. La définition se trouve dans le livre blanc de la Commission. Un livre blanc de la Commission qu'il faut aller chercher sur le net et dans lequel il est expressément spécifié que les deux termes ne doivent pas être confondus. Service public et SIEG ne doivent pas être confondus. C'est pas lisible du tout. C'est-à-dire que les gens vont recevoir dans leur boîte aux lettres un document dans lequel les SIEG sont souvent cités et ils n'auront pas dans leur texte de quoi le définir. D'accord. Bon, enfin, alors Verzat là sur ce plateau vient de nous donner une définition. Avec laquelle vous êtes d'accord? Moi, j'y vois une autre raison de ce nouveau terme. En fait, on essaye de distinguer dans les services publics le minimum qui sera effectivement protégé, les fonctions régaliennes de l'État, et on essaye d'ouvrir à la concurrence tout ce qui est un tout petit peu marchand. Dès qu'il y a une implication, une concurrence qui peut se faire sur les services, elle aura lieu. On mettra les services en concurrence. Or, mettre les services en concurrence... Vous pensez, Étienne Chouard, que la raison de la création de ce nouveau concept, les SIEG, c'est ça, c'est pour les placer hors protection et les mettre en concurrence. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas du tout. Il y a une exemption. En plus, il y a non, mais est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Pourquoi? L'objectif de la définition de pourquoi est-ce qu'on parle de SIEG? Sinon, on n'en parlerait pas et puis on dirait, voilà, il n'y a pas de SIEG, il n'y a que de l'économique. Donc on pose une exemption et on dit, il y a une exemption, les États ont le droit, s'ils considèrent qu'il y a un intérêt général dans un domaine économique, d'avoir de l'action régalienne sous la forme qu'ils décident. Donc au contraire, à votre sens, c'est pour les protéger. C'est la protection et c'est la reconnaissance d'une exemption qui est dans la continuité de ce qui s'est passé auparavant. Et il y a un passé, il y a un État allemand qui a pu s'en exempter. On vient de voir là que vous n'êtes pas d'accord sur le but de la création de cette nouvelle catégorie, les SIEG. Ce qu'on peut se demander, Maya, c'est quand on regarde un débat télé et que les interlocuteurs sortent le texte ou citent un numéro d'article, est-ce que c'est plus fiable? Et peut-être ça va nous aider justement à comprendre parce que ça concerne directement les SIEG. Et c'est vrai que dans les débats, pour convaincre les gens, ça fait toujours très pro de citer un article avec le numéro et tout ça, parce que les téléspectateurs se disent, lui il connaît le dossier, ou au moins il a lu le texte. Et ce que personne n'a fait sur ce plateau jusqu'à maintenant. Je vais bientôt le faire. Et alors il y en a un par contre qui le fait beaucoup, c'est Olivier Besancenot, donc le porte-parole de la LCR, qui a toujours sa constitution à la main. Nous, Postier, le gouvernement et la direction actuelle de mon entreprise nous citent un autre article quand il nous parle de la Constitution. Il nous parle des articles 166 et 167, où on nous explique que les services d'intérêt économique général ne doivent pas, je cite, fausser la concurrence. Ça veut dire quoi? Et on nous le fait bien comprendre, à nous Postier, mais c'est vrai pour les autres employés des services publics, que pour cette Constitution, le service public s'arrête très exactement là où commence la loi du profit. Or, par nature, la loi du profit, elle va partout où il y a du pognon à se faire. C'est exactement ça. Sauf que Olivier Besancenot n'est pas le seul à l'avoir, sa constitution. Il y en a d'autres qui l'ont apporté aussi, ce qui permet parfois de rétablir quelques vérités. Ici, Olivier Besancenot nous cite un morceau d'article, un morceau d'alinéa, en oubliant que les règles de la concurrence, dans l'article qu'il a cité, ne s'appliquent que dans la mesure où leur application ne fait pas échec à l'accomplissement de la mission particulière qui est confiée au service en question. Comme quoi, derrière un alinéa, il y en a toujours un autre, et évidemment, c'est pas ici, maintenant, là, tout de suite, sur ce plateau, qu'on va trancher ce différend entre deux alinéas successifs. Autre point qui revient très très souvent, Maya, dans les débats télévisés, la nouvelle Constitution menace-t-elle la laïcité? Voilà, c'est vrai qu'il y a un article qui fait peur à certains, c'est l'article 270 qui dit notamment qu'on a le droit de manifester sa religion en privé et en public, et c'est ce en public qui en inquiète certains. Il a notamment effrayé un des jeunes du panel de TF1 qui a posé la question à Jacques Chirac. Si une jeune musulmane qui porterait le voile ou un jeune juif qui porterait un kippa
serait exclu dans un établissement public, qu'il soit scolaire ou autre, pourrait faire appel aux instances européennes et pourrait, à mon avis, obtenir gain de cause. On comprend son inquiétude, mais on était très vite rassuré par la réponse du président. Le Conseil constitutionnel a longuement examiné cet article pour savoir effectivement, car certaines personnes s'étaient interrogées. Et le Conseil constitutionnel, qui a d'ailleurs été confirmé par le tribunal européen, le Conseil constitutionnel a affirmé clairement que ça ne mettait en rien en cause le principe français de la laïcité, notamment pas la loi à laquelle j'étais très attaché, et je ne suis pas tout à fait étranger au fait qu'elle ait été votée, vous le savez. Bon. Donc il n'y a de ce point de vue strictement rien à craindre, et ce n'est pas moi qui vous le dis comme ça, simplement, c'est le Conseil constitutionnel français qui vous l'affirme. Donc vous n'avez rien à excusez, craindre. Monsieur le Président, mais je ne suis pas convaincu par votre réponse. Écoutez, alors évidemment, vous pouvez toujours dire les plus hautes autorités juridiques affirment que, mais moi je ne le crois pas, ça évidemment, mais c'est une position, enfin permettez-moi de vous le dire, fragile. J'en conclus que vous êtes très fort en matière de communication et je passe la parole à Johan qui aimerait intervenir aussi sur. Gonflé, voilà, alors on se dit exactement, il est gonflé, il exagère un peu celui-là, sauf que quelques jours plus tard, quand on écoutait Jean-Pierre Chevènement, on se disait que peut-être notre jeune garçon n'avait pas tout à fait tort. Il y a une chose que vous semblez ignorer, et le Conseil constitutionnel aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interprétation unilatérale des traités. C'est la Cour de justice qui interprétera le traité. Et jusqu'à présent, compte tenu de ce qu'est sa jurisprudence, on sait qu'elle va toujours dans le sens supranational et là dans le sens du communautarisme. Alors, départageons ce jeune garçon, le président de la République et Jean-Pierre Chevènement. Qui va interpréter ce traité? La CJE, la Cour de justice européenne. De justice européenne. Ah ouais, là, c'est pas douteux du tout, je crois. C'est plus compliqué que ça. Mais, non, mais à l'arrivée, qui va l'interpréter? À l'arrivée, qui va l'interpréter? Enfin, il faut se demander d'où vient la légitimité du texte. Non, il faut se demander qui va l'interpréter. Qui va l'interpréter? C'est la CJUE, d'accord, qui va venir l'interpréter. Maintenant, donc le point est à Chevènement et au jeune garçon. Complètement. Oui, le point est à Chevènement sur qui va l'interpréter. Voilà. Évidemment, le droit constitutionnel manquerait plus que ça soit la Cour de cassation française qui s'occupe du droit constitutionnel européen. Très bien. C'est étrange. Non, surtout pas de mai. Alors, on est obligé. Mais qui nous dit que la CJUE sur ce texte de principe très général va interdire de porter le foulard ou autoriser de porter le foulard dans l'école? Personne ne peut préjuger en public. Et il y a un certain nombre d'exemptions qui peuvent arriver pour les États. Personne ne peut préjuger de ce qu'elle dira. Il y avait juste une controverse sur le point de savoir est-ce que c'était le Conseil constitutionnel français ou la CJE, comme le disait Chevènement. Elle est réglée. Merci à nos deux experts d'en bas. Point suivant, Maja Neskovic, et argument assez surprenant dans la campagne, la Constitution mettrait-elle en cause le droit à l'avortement? Voilà, un autre article qui fait très peur, c'est le 262 alinéa 1, qui dit que toute personne a le droit à la vie, ce qui implicitement, d'après les opposants à la Constitution, remettrait en cause le droit à l'avortement. Et un des premiers à l'avoir sorti de son chapeau, c'est le socialiste dissident Jean-Luc Mélenchon. Alors c'était pas dans un débat politique, mais c'était chez Laurent Ruquier. Parlons du droit de la femme dans cette Constitution. Voyons voir. L'avortement. Il n'est pas dans la Constitution. Mais le droit à la vie s'y trouve. Et alors, comment ça se fait? Je ne sais pas, aller demander ça à M. Giscard d'Estaing. Le mariage, qu'est-ce qu'on en fait? Le droit au mariage y est, pas le droit au divorce. Pourquoi? Pourquoi oui, pourquoi? Il n'en sait rien, moi non plus, mais il y est pas. Ça fait rire tout le monde sur le plateau, mais il y en a un que ça n'a pas fait rire du tout, c'est le député européen et défenseur du oui, Olivier Duhamel. Quand j'entends et quand j'ai vu un homme qui se dit de gauche, un homme qui se dit de gauche, il s'appelle Mélenchon, être dans une émission de talk show, de Ruquier, nous expliquer que la Constitution supprimait l'avortement, j'ai dit, et je le répète, que c'est dégueulasse, parce que c'est intégralement faux. Il dit ce qu'il faut, mais il invente ce qu'il a dit, alors... C'est-à-dire que l'extrait est flou. C'est-à-dire on a quand même l'impression que Mélenchon dit que le droit à l'avortement n'est pas dans la Constitution. Et c'est vrai que le droit à l'avortement n'est pas dans la Constitution française. Voilà, exactement. Oui, mais en revanche, en tirer la conclusion qu'il pourrait être menacé en France n'a pas de fondement. Ah, si. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas le... Ah bah si, quand même. C'est-à-dire que le fait que le droit à l'avortement ne soit pas reconnu... et c'est un rempart qui n'existe pas. Il n'est pas reconnu non plus. Il n'est pas reconnu non plus dans la Constitution française. Oui, tout à fait. Même sur l'avortement, je ne vais pas. Oui, je vais pas argumenter sur l'avortement, mais c'est vrai quand même que si le droit n'est pas reconnu, on ne peut pas compter dessus. Il peut être remis en cause.
Oui, mais on ne va pas mettre du doute dans tout. Je veux dire, la Constitution française, elle ne dit pas le droit à l'avortement. Et en plus, là, on insinue qu'il pourrait être mis en cause. Mais c'est vrai Nicolas, c'est vrai qu'il peut l'être. Comme dans tous les pays, d'accord, démocratiques, oui, il y a 22 ou 22 pays sur 25 ou 21 sur 25 qui ont reconnu le droit à l'avortement en Europe. Tous sont susceptibles, comme dans toute démocratie, de le remettre en cause. Ça, c'est vrai. C'est un combat, le droit à l'avortement. Et la Constitution ne le protège pas. Ne le protège pas, mais ce n'est pas son rôle. Mais elle ne l'interdit pas. Et le droit à la vie, attention, le droit à la vie a déjà été interprété par la Convention européenne des droits de l'homme, et on n'est pas du tout dans une remise en cause du droit à l'avortement. Et ça, c'est vraiment criminel pour moi. Point suivant, Maya. La nouvelle Constitution va-t-elle ouvrir plus large les portes à la Turquie? Voilà, autre point de discorde. La Turquie a-t-elle quelque chose à voir avec la Constitution? Oui ou non? Alors pour les non, c'est oui, mais pour les oui, c'est non. Le 3 octobre prochain va commencer la négociation sur l'entrée de la Turquie. Et donc, si le oui l'emporte au référendum, c'est un encouragement, une caution, et le processus deviendra irréversible. Je ne crois pas du tout, pas plus que la majorité des Français, à l'idée d'un référendum dans 15 ans. Si le non l'emporte, attendez, je termine, si le non l'emporte, eh bien, c'est un coup d'arrêt, ça sera la suspension immédiate des négociations sur l'entrée de la Turquie. La Constitution, elle a une caractéristique très importante. Elle indexe le pouvoir de décision sur le poids démographique. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes puissants. Si la Turquie entre en Europe, demain, elle sera la plaque tournante de l'Union européenne. Et ça, je le refuse. Un mot sur la Turquie. Donc, on cesse quand même de propager sur ce sujet, comme sur tant d'autres, malheureusement, à propos de ce texte, des bobards, des mensonges pour alimenter les peurs et les inquiétudes. Nous avons à voter à la fin du mois de mai sur le traité européen. Nous n'avons pas à voter sur l'entrée ou non de la Turquie. L'entrée ou non de la Turquie sera décidée dans 10 ans ou dans 15 ans. Il faut que les téléspectateurs le sachent. Par ailleurs, le président de la République, ça a été son vœu, a souhaité que cette entrée ne soit acceptée que sous forme d'un référendum. Le peuple français décidera. Alors, Étienne Chouard, dans la première version de votre texte, celle du 25 mars, c'est ça, dont vous disiez ce référendum promis sur la Turquie, c'est un attrape-nigo. Ouais, c'est ce que j'ai cru. Sur une intuition juste avant de publier le texte, et sans le vérifier, j'ai eu l'impression que j'avais lu quelque part que la Constitution passait en deçà de toutes les normes européennes, et j'en déduisais j'en ai déduit pendant un moment que le rempart constitutionnel français n'était pas un vrai rempart, et en fait il pourrait sauter facilement. Et puis je l'ai écrit, et puis moi je ne savais pas que ce texte allait prendre je l'ai écrit, je pesais pas au trébuchet tous mes mots comme je le fais maintenant. Et puis en fait, très vite, dès le lendemain ou le surlendemain, un lecteur m'a écrit en disant Étienne, tu te trompes là, je crois, sur la Turquie, c'est mieux verrouillé que ça. J'ai vérifié, un quart d'heure après, je modifiais, je republiais, et puis c'était réglé. Le problème pour moi, c'était un détail, cette histoire de Turquie. Sauf, ce qui n'est pas un détail, c'est que ce qui me choquait dans cette histoire turque, c'est que, sachant que les peuples étaient plutôt défavorables à l'entrée, enfin les sondages dans la Turquie, les gouvernements décident quand même d'entamer les négociations. S'il y a un référendum à la fin, on peut dire que c'est le peuple qui tranchera. Si on est d'accord sur le fait que le référendum aura lieu. Ce qui me chagrinait, ce qui m'interpellait, ce qui faisait que je réagissais, c'est que je trouvais que la volonté des peuples, une fois de plus, et ça rentrait en résonance avec tout ce que je lisais par ailleurs, une fois de plus, la volonté des peuples, on va décider sans eux, ils ne savent pas ce qui est bon, mais c'était une erreur sur la Turquie. Sans revenir sur le fond, sur ce que ça révèle du pouvoir d'Internet, alors c'est bon, en même temps, je disais votre histoire au début, elle est fascinante parce que ça montre qu'un prof de BTS dans un lycée de Marseille peut prendre une part prépondérante au débat sur Internet. En même temps, il y a un aspect un peu inquiétant parce que la première version de votre texte avec cette erreur, elle a circulé, elle circule encore. C'est sûrement quelque chose d'inquiétant dans la force d'Internet, c'est que les informations sont moins fiables que peut-être celles qui ont été vérifiées par des professionnels.
Encore que les professionnels sont aussi un verrouillage et on trouve aussi une parole libre et ils se trompent aussi. Ils se trompent aussi, les professionnels. Ce qui est vraiment essentiel dans cette affaire, sur ce texte, je trouve, c'est que tout le monde se trompe. Même les profs de fac. Jamais le fait d'avoir été obligé comme ça de rectifier certaines erreurs nous a fait douter de votre légitimité. Jamais vous avez dit, mais au fond, qui je suis, moi, pour... Si souvent, je me suis dit, mais attends, je suis un atome, moi, qu'est-ce que je suis en train d'aller dire que la commission des gens qui bossent depuis tant d'années à construire l'Europe, je suis en train de dire, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est pas démocratique, c'est fou, quoi. Mais en même temps, chacun des 5 points que j'ai mis en évidence au début dans mon premier texte, ils sont aujourd'hui plus forts encore. Sur l'essentiel, je ne me suis pas trompé. J'ai toujours pas reçu la démonstration, en tout cas. Trompé sur des détails. Sur des détails, voilà. Il vous est arrivé de vous tromper dans des contributions comme ça que vous avez envoyées? Oui, bien sûr. Nous, on est 9 auteurs sur le blog. Comment ça s'est passé ensuite? Comment ça a été rectifié? Nous, là, on n'a pas un texte qui circule. Ce sont les gens qui viennent sur le site et qui viennent débattre. On a un débat immédiat derrière chaque billet publié. Donc c'est vraiment la force de la chose, c'est-à-dire que on publie un texte, il y a directement les publics, et tout est public, je veux dire, il n'y a pas de modération, rien du tout. Donc dès que moi ou quelqu'un d'autre va dire une bêtise, il y a tout de suite un internaute qui dit ah non. Et en fait c'est vraiment l'intérêt, c'est que on a tous des visions un petit peu différentes, et là on est vraiment dans un débat chez nous, on discute, etc. Et donc les auteurs... Ça c'est la très grande force d'Internet, c'est la possibilité de rectification permanente en temps réel. Ouais. D'ailleurs moins chez vous, parce que vous n'avez pas créé de forum, il n'y a pas de possibilité de contribuer. Oui, mais d'un autre côté, ce serait un travail que j'ai pas le temps de faire. C'est-à-dire que s'il fallait surveiller toutes les participations, intervenir, mais j'ai juste pas le temps. J'ai 300-400 mails par jour déjà à intégrer, à digérer. C'est fou. C'est déjà un énorme travail. Et je les lis tous, même ceux qui sont venimeux. Et c'est plus dur, quand ils sont venimeux, il faut s'accrocher. Mais même quand ils sont venimeux, il y a une part de vérité que je veux trouver dedans, donc je les lis. J'ai plus le temps de répondre du tout, et j'ai pas le temps de gérer un forum. Je sais bien que ce serait mieux d'avoir un forum, je me rends bien compte que ce serait... Pendant tout ce temps-là, vous continuez de donner des cours quand même. Ah ben voilà, des cours, des copies, j'ai un boulot, j'ai autre chose. Alors, argument qu'on voit souvent surgir, Maya, la Constitution instaure un droit de pétition. Voilà, c'est l'article 147 qui plaît beaucoup aux partisans du oui. C'est celui sur le droit à l'initiative citoyenne. Donc ça permet à 1 million de citoyens représentant un nombre significatif de pays de signer une pétition et d'inviter la Commission à faire une nouvelle loi ou à en changer une autre. Et il y en a un chez les partisans du oui qui trouve ça très bien, c'est François Bayrou. Le droit de pétition qui était à l'instant caricaturé ou présenté comme secondaire, c'est un très grand progrès. Je vis dans une région où il y a beaucoup de chasseurs. Et je connais très bien, puisque nous appartenons au même village, les représentants des chasseurs. Les chasseurs se plaignent depuis longtemps de ce que... Vous verrez une fois que nous aurons fini la discussion. Les chasseurs se plaignent depuis longtemps de ce que les directives européennes impose les mêmes dates de chasse pour les oiseaux migrateurs pour les États du Nord et pour les États du Sud. Et en effet, c'est honnêtement une réflexion qu'on peut faire. Eh bien, grâce à cette Constitution, grâce au texte que nous allons voter, les chasseurs pourront, par leur signature, proposer à Bruxelles directement des changements qui seraient des changements de bon sens. Alors, séduit par ce droit de pétition ? Je suis relativement séduit par ce droit de pétition, parce qu'on formalise un échange entre le citoyen et ses instances. Et relativement, vous avez dit. Oui, relativement, parce qu'il ne s'agit pas non plus que chaque groupe de pression qui a 1 million de signatures puisse être en mesure de fixer l'ordre du jour du Parlement. Il manquerait plus que ça. Vous imaginez, il y a 450 millions de citoyens, des groupes qui peuvent réunir 1 million de signatures, il y en a beaucoup. On en est très loin dans le texte, puisque ces pétitions n'ont aucun caractère contraignant. Alors, c'est un caractère contraignant un peu spécial. Il y a une bonne image, c'est celle du policier qui vous invite à le suivre au poste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Une excellente image. Eh bien, le million de signatures invite la Commission à le mettre à l'ordre du jour. Avec peut-être un tout petit peu moins de pouvoir de contrainte que le policier qui m'invite à le suivre au poste. Mais le texte juridique, les mots comptent et ils ont une valeur. Et c'est pour ça que ce texte est compliqué, mais les mots ont une valeur. Alors évidemment, la Commission, après, elle conserve un libre arbitre de la même manière que moi, si je considère que le policier, j'ai aucune raison d'aller le suivre au poste, je ne suis pas obligé de le faire. Certes. De la même manière. Et donc c'est bien. C'est vraiment la même chose. Et donc c'est typiquement l'argument un peu mal utilisé. Le non crie à une imposture, ça n'est pas une imposture. Le oui dit que c'est un miracle, ça n'est pas un miracle. C'est bien.
C'est pas plus que ça. Alors, le pouvoir de contrainte d'un policier? Mais le droit de faire une pétition, on n'a pas besoin d'un article de Constitution pour ça. Il n'y aurait pas d'article de Constitution, la pétition, on l'a fait, et le pouvoir politique d'1 million de signatures, ou le pouvoir politique qui a derrière même 10 millions, il existe qui est l'article de Constitution ou pas. C'est de la poudre aux yeux, cet article. Vraiment, là, moi, il me fait ni chaud ni froid. C'est quelque chose qu'on connaît mal en France, qui existe en Allemagne, qui est institutionnalisé, qui fonctionne, et les Allemands y tenaient. Ouais. Et je pense que c'est important de s'ouvrir aussi à d'autres cultures de la démocratie. Et si nous, on avait souvent des pétitions qui donnaient des effets, je pense qu'on serait aussi plus habitués à ce genre de fonctionnement. La Commission est habituée à jeter à la poubelle, et les parlementaires à jeter à la poubelle les pétitions, parce que, n'ayant pas de valeur contraignante, elles n'entraînent rien si ça les gêne. Elle n'entraîne rien si ça les gêne. Donc en fait, on est loin du référendum d'initiative populaire. Un référendum d'initiative populaire, il faut se rendre compte que c'est subversif, c'est-à-dire que l'État prend le risque que les gens, que les citoyens décident eux-mêmes ce que l'État n'a pas décidé. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai risque politique. En Suisse, ça existe. Dans de nombreux États américains, ça existe. Dans aucun pays de l'Union européenne. Donc c'est très dur de le faire à un niveau européen. Mais non, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est très facile. Moi, je suis favorable au référendum d'initiative populaire. Mais je suis réaliste. Ça n'existe dans aucun État. Pensez-vous qu'on peut le faire dans l'union des États où ça n'existe pas? On pourrait, si on le faisait. C'était l'occasion de créer le... C'est juste parce qu'il n'y a pas de volonté politique de donner aux citoyens on a fait un petit pas en avant réel. Et vous regardez que ce qu'on n'a pas fait et qui paraît quasiment impossible de faire. C'est vraiment le problème de l'opposition oui non sur ce et qui est bien synthétisé. Dernier point, Marianne Esclovic, il arrive très souvent que dans ce débat se glisse le thème des délocalisations. Voilà, et ça inquiète beaucoup les Français en ce moment. Et il faut dire que les partisans du non ne se privent pas de noircir le tableau. La France, dans l'Europe, et l'Europe dans le monde ont supprimé leurs frontières, c'est-à-dire les protections douanières. À partir de ce moment-là, comme on le voit avec le textile chinois, mais ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je ne vous ferai pas la liste de toutes les industries françaises qui ont disparu depuis 5 ans. Mais là, on est obligé de crier au secours. On n'aura d'ailleurs pas de réponse parce que les Chinois vont nous dire si vous ne voulez pas accepter nos chemises, on ne prendra pas vos avions. La technique actuelle, c'est celle de la jungle. Une jungle dans laquelle nous sommes tout nus en face de tigres affamés. Voilà, puisque ce débat est aussi évidemment imprégné par l'actualité et les thèmes d'actualité qui au jour le jour surgissent. Judith Bernard, sur le débat qu'on vient d'avoir sur ce plateau. Oui, qui fait du bien et du mal en même temps, parce que oui, du bien, ça fait du bien d'entendre cette honnêteté incarnée quand on entend ces hésitations, cette difficulté à se prononcer définitivement, cet aveu des erreurs qu'on a commises, etc. Cette honnêteté fait un bien fou, parce qu'on est tous un peu rentrés dans l'ère du soupçon autour de ce traité constitutionnel, qui est lié d'ailleurs à la situation dans laquelle on est. Une situation pédagogique, c'est une situation qui est forcément violente. Tout le monde doit expliquer ce texte et faire de la pédagogie dessus, et c'est très violent la pédagogie parce que ça institue une relation dominant-dominé, qu'on le veuille ou non. Et là, tout à coup, ce potentiel de domination qui peut exister dans la pédagogie est complètement vidé par vos attitudes, et là d'où vous venez finalement, et puis même votre discours et votre manière de parler, et donc ça fait énormément de bien d'entendre cette démarche-là pédagogique qui est vidée de la domination. Et en même temps, ça fait du mal parce que en retirant donc tous les présupposés idéologiques, je veux absolument que vous votiez oui parce que j'ai un pouvoir à gagner là-dedans, ou je veux que vous votiez non parce que j'aurai un pouvoir à gagner là-dedans. Là, on retire les présupposés idéologiques et on entend bien qu'en retirant ça, on continue d'être dans l'incroyable impossibilité de trancher dans un camp ou dans un autre. Donc, on n'est pas tellement avancé. Eux, ils ont tranché. Voilà. Non, j'ai entendu quand même, j'ai entendu cette ouverture encore possible. Moi, si on me démontre de manière définitive que le traité, effectivement, il remet en cause le droit à l'avortement, je voterai non. C'est un détail, c'est bien plus grave. C'est bien plus grave les reproches qu'on fait au traité. C'est bien plus grave. C'est tout l'équilibre démocratique des pouvoirs. C'est les contrôles des pouvoirs. Non, on va pas revenir là, puisqu'on est ici pas dans une stratégie de pouvoir, ni on est là pour convaincre personne, mais pour faire étage ses propres d'autrui, du bien et du mal en même temps. Oui. À la fois, on a retiré la violence de la situation de domination, mais du coup, quand on met à nu, justement... c'est à chaque citoyen, justement, Vraiment, ce qui est important dans ce qui est en train de se passer, c'est que chaque citoyen peut réfléchir à ce sujet. Il ne faut pas le laisser aux experts. Pas seulement réfléchir, mais parler, s'exprimer. Réfléchir, puis en parler, échanger entre nous. Et en fait, en échangeant entre nous, on s'aperçoit que
l'essentiel n'est pas si compliqué et que le texte est trop compliqué pour l'essentiel qui est à régler. On pourrait le régler de façon beaucoup plus simple et que ce dont on a besoin, la protection contre l'arbitraire, est mal réglé dans ce texte. Il faut farfouiller pour s'en apercevoir. Il faut passer. Alors, ben oui, mais c'est vraiment pas cette interprétation-là qui part d'un point de vue, à mon avis, qui n'est pas le bon. C'est à nous de le surveiller. Je suis d'accord. C'est vraiment la richesse du débat sur Internet. Je suis d'accord. C'est de parler de ça. Qui se focalise malheureusement sur beaucoup de sujets annexes. Et le vrai sujet devrait être celui de la démocratie. Ah bah oui, parce que là, et quand on en discute, effectivement, on rentre dans un véritable débat. Ouais. Aujourd'hui, c'est cette absence, mais je partage pas du tout votre vision. Et on l'a bien compris, et c'est pour ça que vous invitez tous les deux d'ailleurs. Alors, prolongation de ce débat sur Internet, sur le site d'Étienne Chouard, le lien est sur le site d'Arrêt sur Image, sur publius.fr, pareil, le lien s'y trouve aussi, sur le forum d'Arrêt sur Image où le débat se poursuit, et sur le blog dont nous sommes les créateurs avec Judith Bernard, David de Bicker et votre serviteur, le Big Bang Blog. Arrêt sur Image revient la semaine prochaine, 12h40. Au revoir à tous.